Alors bonjour Tim. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Euh, alors que dirais-tu si tu devais te présenter? Alors j'ai un peu cherché à trouver un moyen de me présenter et j'ai pas trouvé grand-chose. Donc plutôt que de décliner mon état civil, j'ai pensé à une sorte de dé, les dés auxquels on joue au Monopoly, ce genre de choses. Comme un petit dé en fait à différentes faces. Hmm. Et c'est à peu près ce qui me définit le mieux, je pense. C'est un dé avec une face urbex, visiter les endroits abandonnés, faire des photos, des recherches. Une face un peu sociale aussi, quand Hmm. je fais des recherches sur les gens et qui me contactent et que j'aime bien reconstituer l'histoire des lieux. Et cette face sociale, elle est assez proche de mes bandes dessinées que je fais sur le monde du travail, sur mes relations avec mes collègues. Hmm. Et donc cette face sociale avec mes collègues, elle est aussi proche de l'autre face bande dessinée, puisque je raconte mes collègues dans une bande dessinée quotidien survival, qui est faite en noir et blanc. Et à côté de ce côté de cette phase dessin, il y a aussi le côté dessin sur Internet avec mon blog, avec les Hmm. feutres de couleurs et promenades et ce genre de choses. Donc c'est un peu un mix de plein de petites choses assez différentes les unes des autres, mais qui se recoupent sur mon blog Cup of Team, Hmm. sur lequel il y a tout ça qui est un peu mélangé, l'exploration urbaine, le dessin, les photos, les textes, de temps en temps un peu de vidéo. Hmm. Et voilà, c'est une sorte de dé en fait. Et, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à accepter cette interview? Alors j'avais regardé l'interview de Magali, la Hmm. soignante, une longue interview de 2 heures que j'ai pas vue en entier, mais au bout Hmm. d'une demi-heure j'étais vraiment accroché parce que déjà le format long ça permet de développer, de vraiment dire ce qu'on a envie de dire en détail, s'arrêter, Ouais. passer à gauche, à droite, faire des retours, dire des choses, des détails. C'est des choses qu'on peut pas trop dire en général dans les interviews pour des raisons de timing à la Hmm. radio, dans la Hmm. presse ou à la télé. Donc c'est ça qui m'intéressait et qui fait que je suis là aujourd'hui. D'accord. Euh, alors, pour des raisons évidentes, on ne va pas dire où nous sommes. Mhm. Sachant en plus que tu as choisi un lieu protégé hein, pour le contexte matériel de l'interview. Mais est-ce que cet endroit représente particulièrement quelque chose pour toi? Alors oui, cet endroit déjà, j'aime beaucoup le fait qu'il soit assez préservé Ouais. et que ce soit aussi un endroit assez modeste en fait, puisque c'est une simple maison avec, on va dire, une dizaine de pièces. Hmm. Et pourtant, mis à part les dégradations liées aux intempéries, l'humidité, le vent ou ce genre de choses, il n'y a pratiquement pas de tags ou d'autres choses en fait. On sent que pas beaucoup de gens sont passés en tout cas dedans. Donc on a un peu l'impression de visiter un lieu abandonné depuis une trentaine d'années et d'être presque le premier à y aller. Donc évidemment, on n'est pas le premier à venir sur place, mais on peut ressentir un peu cette impression de débarquer dans un lieu qui a été complètement oublié. Hmm. De l'extérieur, la maison est couverte de lierre, elle est presque invisible au milieu, comme ça, avec les champs autour. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette maison. Et l'autre côté que j'aime bien dans cette maison, c'est que c'est une maison qu'on m'a indiquée sur Internet en fait. Et c'est une personne qui m'a écrit, qui m'a dit j'ai vu sur ton site tel endroit. Et ben, pas très loin à côté de cet endroit, il y a une autre maison que tu connais peut-être pas, tu devrais y aller, elle devrait te plaire. Et j'ai dit bon, on va aller voir. Et effectivement, j'ai découvert cette maison. Donc c'est un peu cette maison, c'est un peu le symbole des gens qui m'écrivent en fait pour me donner des indications sur l'histoire d'un lieu ou une localisation d'un autre endroit que je connais pas, en toute générosité, et qui me font confiance dans le fait que je ferai des photos de cette maison, que je la montrerai, mais que je ne dirai pas où elle est, Hmm. et que je ferai en sorte que les personnes qui passent après moi puissent autant l'apprécier que moi je l'appréciais. Donc il y a une espèce d'entraide qui est sympa, une espèce de relation sociale qui est beaucoup liée au hasard en fait, parce que cette personne elle aurait très bien pu ne pas m'écrire ou ne pas voir les photos sur mon site, mais elle s'est dit tiens, je vais lui envoyer ce lieu-là, ça pourrait le plaire. Donc moi je trouve ça très très sympa. Et dans ce cas-là, je suis ravi de remercier la personne qui m'écrit et lui dire bah c'est cool, merci à toi de m'avoir aidé à visiter un autre lieu, à enrichir mon site et à faire des recherches. Et donc à m'évader le temps d'une visite de 1 ou 2 heures en dehors de la société, tout en étant complètement pas très loin. Hmm. Alors tu en as parlé un petit peu dans ton introduction, mais on peut un peu le découper parce qu'effectivement tu restes un dé à multiples facettes. Alors tu as une page Wikipédia hein, Mhm. qui est à ton nom.
Et en fait, donc, tu es présenté comme illustrateur et blogueur de bande dessinée. Alors, même si le sujet du jour tourne autour de ton livre sur l'Urbex et ton site associé, donc, qui s'appelle Glowcland, et en fait, ce site reprend l'ensemble de tes explorations. Si tu veux bien, on pourrait prendre le temps d'un peu mieux aussi introduire ce que tu as fait, ce que tu as produit aussi un petit peu à côté et même en parallèle. Notamment, en fait, alors tu me dis si c'est bon, entre 2007 et 2010, tu as réalisé donc une bande dessinée auto-éditée en 2 tomes, Quotidien Survival. Voilà. Et comme tu disais un petit peu tout à l'heure, hein, tu y racontes en fait de nombreux petits boulots que tu as pu faire avant de devenir intérimaire et aussi tes aventures même en intérim. Voilà. Et tu as un site internet dédié à cette BD. Tu veux bien nous en parler un peu plus? D'accord. Alors en fait, j'ai commencé à écrire sous forme de texte mes récits en fait au travail. Ouais. C'était sur le site de texte qui s'appelait Tubula Maroc, qui existe encore. Et j'ai commencé à faire ça en 2003-2004 par là. Et j'ai réalisé que je commençais à écrire beaucoup d'anecdotes liées au monde du travail, mais que j'en avais un paquet aussi derrière depuis longtemps quand je faisais d'autres boulots en fait. Donc vendeur de jeux vidéo, livreur de pizza, ce genre de choses. Et je me suis dit, en fait, à chaque fois, c'est des histoires que je m'amusais à raconter à des amis, genre, ouais, tu te rappelles quand je bossais à Castorama, j'avais des clients qui m'ont demandé ceci, cela, c'est que des petites anecdotes comme ça. Et en fait, j'en avais marre à chaque fois de les sortir, je les avais toujours en tête. Et je me disais, ça serait marrant d'en faire une bande dessinée, en fait, et de tout raconter, pour que vraiment tout le monde puisse découvrir et surtout se reconnaître dans ce que vivent les gens dans différents boulots avec leurs collègues, parce que c'est un truc qui est assez universel, on a tous des anecdotes liées à des collègues qu'on apprécie moins, des choses qui se passent dans les bureaux, dans les magasins, ce genre de choses. Donc en fait, c'était un peu comme une sorte de catharsis. En fait, je me suis dit, je vais dessiner mes aventures dans le monde du travail. Ce sera pas forcément très rock'n'roll parce que c'est le monde du travail, quoi. C'est pas on prend un vaisseau spatial, on va explorer des planètes, mais il se passe quand même des choses dans ces endroits et on peut être amené à avoir des relations assez intéressantes avec soit les collègues, soit avec les clients, soit avec la hiérarchie. Donc je me suis dit, j'ai ça en tête, j'ai envie d'en parler, il faut que je le sorte. Et donc je l'ai publié en fait je l'ai dessiné de 2006 à 2007. Après je l'ai publié sur un blog, je mettais une page tous les 3 jours. Et une fois que tout ça a été terminé, une fois que la publication a été terminée, je suis allé voir un imprimeur et je me suis dit, je vais l'imprimer moi-même, cette bande dessinée, et la vendre sur des festivals de BD où j'étais invité en tant que blogueur. Donc c'est parti de là. Et donc en fait cette BD en fait depuis 2007 en fait elle est gratuite en ligne sur internet, on peut la lire en entier. Et en 2015 j'ai contacté un éditeur pour éditer un autre projet qui avait rien à voir. Et lui il m'a dit ce projet m'intéresse pas trop, par contre Quotidien Survival tu rescannes toutes les planches, tu corriges la faute d'orthographe et on la sort. Donc là j'ai dit d'accord, pas de problème. Donc en fait du coup on a fait ça, on a tout repris à zéro et la BD Quotidien Survival est sortie entre guillemets en vrai chez un vrai éditeur dans une vraie maison d'édition. Et du coup c'est un peu sa deuxième vie en ce moment en format un peu manga comparé au format A4 que je vendais moi sur le festival. Et c'est un peu ça en fait, c'est une BD sur le monde du travail que j'ai envie de sortir et dans laquelle beaucoup de gens se reconnaissent. Donc je suis content d'avoir fait cette BD et voilà. Elle est sortie sur quelle maison d'édition, là, du coup? C'est l'édition Lapin. Ah oui, ok. Ouais. Et alors, depuis janvier 2008, tu as un blog de BD donc, intitulé Cup of Team, tu en as parlé aussi tout à l'heure, lui que tu continues régulièrement d'alimenter. Et donc, juste avant, tu avais créé ce blog qui s'appelait Tubula Maroc. Tu l'as démarré quand, ce blog-là, en 2003? C'est fin 2003, début 2004. Ouais. Et tu veux bien aussi nous en parler, parce que quand on va dessus, c'est une sorte de mosaïque, de patchwork, de plusieurs choses. C'est un petit labyrinthe, ouais. C'est un site... en fait, j'avais plein de textes de côté et je voulais les mettre sur Internet, mais je ne savais pas trop comment les présenter. Ouais. Et je voulais pas trop faire un truc format blog, en fait, qui était un peu... ça me correspondait pas trop, c'est pas ce que je voulais. Et j'ai réfléchi à une sorte de site qui n'aurait en fait ni entrée ni sortie, que des pages en fait reliées entre elles,
avec des petits liens hypertextes sur, on va dire, une quinzaine de liens par page qui emmènent vers d'autres pages qui n'ont rien à voir et qui seraient un peu comme lire le journal intime de quelqu'un en fait. Un jour il parle de quand il a été au zoo et puis le lendemain il parle du mal des transports et puis le lendemain il dit qu'il a été visiter un endroit abandonné, ce genre de choses. Donc c'est un peu un site un peu fourre-tout, comme un blog en fait où on raconte sa vie. Et donc j'ai imaginé cette espèce cette mosaïque en fait en page d'accueil avec plein de petits carrés qui mènent à toutes les pages. Oui. Mais donc il n'y a pas vraiment de début ni de fin, à part l'ordre chronologique dans lequel j'ai écrit ces pages évidemment. Donc en fait ouais, ça a commencé comme un site de texte et c'était vraiment très très agréable à faire de se vider la tête à chaque fois, d'écrire encore et encore pour vraiment dire tout ce qu'on a en tête, déballer des idées donc sur le monde du travail, sur la vie en général, sur les dessins, les projets, l'amour, ce genre de choses. Donc en fait, c'est vraiment un blog au sens le plus banal du terme. Sauf que voilà, je me suis amusé à faire un truc en forme de mosaïque avec un peu un côté labyrinthe. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ce site s'appelle Tubular Maroc parce que c'est un mélange de Tubular Bells et Amarok, qui sont deux albums de Michael Field que j'écoutais beaucoup à l'époque et que j'écoute encore régulièrement de temps en temps. Et ça donnait un peu ce site, ça a donné un peu ça, quoi. Et avec Tubular Maroc, j'ai passé beaucoup de temps vraiment à écrire et moins à dessiner parce qu'avant je dessinais vraiment beaucoup. Et c'est en faisant Tubular Maroc que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de textes, beaucoup de matière et que je me suis dit ce serait bien de revenir un peu à la bande dessinée. Et c'est comme ça que j'ai fait Quotidien Survival. Et du coup, tu veux bien nous en parler aussi un peu plus de ton blog actuel, A Cup of Team? Alors, A Cup of Team, c'est un peu ma carte d'identité, on va dire. C'est un blog où tout est fait au feutre pour enfants, donc la bannière, le menu, les planches, et sur lequel en fait je raconte vraiment tout ce qui se passe dans ma vie. Donc ça peut être bien évidemment ça peut être les quotidiens survival, ça peut être dire aux gens quand je serai à tel ou tel festival de BD, ou s'ils veulent venir me voir pour avoir des dédicaces ou me rencontrer ou discuter. Ça sera aussi un blog où je mettrai des dessins de lieux abandonnés. C'est vraiment ou des bandes dessinées, des illustrations, des commandes, des photos aussi de temps en temps, ou des vidéos. C'est une espèce de fourre-tout, comme Tubular Maroc, mais vraiment plus à un format blog avec un menu à gauche, une bannière en haut, et des pages qu'on fait défiler comme ça de haut en bas. Et de 2012 à 2014, tu as également publié en ligne un feutre dans ma limonade, donc qui est un récit autobiographique où tu utilises des feutres pour enfants, les feutres que tu vas utiliser pour A Cup of Team. D'où est-ce qu'elle est venue cette idée de dessiner avec des feutres pour enfants? Alors c'est venu à la fin de Quotidien Survival, parce qu'en fait quand je me suis vraiment pris au jeu de faire montrer une page tous les 3 jours sur le blog, sauf que Quotidien Survival c'est une BD faite au crayon papier en noir et blanc où je passais on va dire une bonne journée sur chaque plage, je passais environ une journée sur chaque planche, donc ça prenait vraiment beaucoup de temps et je me suis dit j'ai envie de faire un blog et de parler d'autre chose que du monde du travail, j'ai envie de parler de musique, d'urbex, de plein de choses, mais c'était pas possible du tout de le faire avec ce style-là en fait au crayon qui demande vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai testé différentes choses et à un moment je suis tombé sur les feutres. J'ai commencé à faire des feutres comme des dessins comme ça avec des feutres pour enfants et j'ai vu que je m'en sortais pas trop mal et que c'était surtout assez rapide à faire. Donc ça me demanderait pas trop de temps que ça que de faire de longues notes où je raconte ma vie en long, en large et en travers. Donc c'est resté. Et comme il n'y avait pas trop de blogs à l'époque qui utilisaient cette technique, du coup mon blog a permis un peu de sortir entre guillemets du lot. Et du coup il a eu une sorte de visibilité très coloré, très flashy, ce qui n'était pas du tout ce que je faisais à l'époque, parce que Quotidien Survival c'est assez sombre, c'est très noir et blanc, c'est un peu sérieux. Là je suis vraiment passé à autre chose, je suis vraiment passé à la couleur, parce que je ne faisais pas trop de couleurs avant. Donc ça m'a un peu libéré, et j'ai pu explorer plein de sujets comme ça, et m'amuser à colorier des arbres en bleu, et faire l'écorce des troncs en rose, et dessiner l'herbe rouge. Enfin, vraiment ça m'a beaucoup libéré, et m'a permis d'explorer d'autres choses. Et le titre, Un feutre dans ma limonade, ça vient d'où? Alors, ça vient d'une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle J'ai 10 ans. C'est à un moment, il dit le mercredi, je me balade, une paille dans ma limonade. Donc, moi, j'ai appris cette image du gamin qui se promène avec une paille dans la limonade, qui se promène tranquillement le mercredi après-midi et qu'on voit des boules de papier mâché sur les gens depuis sa cabane dans un arbre.
Donc ça me plaisait beaucoup cet état d'esprit parce qu'en Mhm. plus, comme je racontais mon enfance, avec certaines anecdotes liées un peu à ça, ça me paraissait approprié. Et le côté feutre dans la limonade, ça avait un côté. Je mets un feutre bleu, ça va faire une limonade bleue. Je mets un feutre rouge, ça fera une limonade rouge. Donc ça fait différents parfums. Et comme c'est un récit autobiographique qui raconte différentes choses assez différentes les unes des autres, sauf la partie collège et lycée où c'est plus centré sur l'amour, la partie primaire était vraiment. Le côté feutre dans la limonade avec différentes couleurs, ça collait vachement bien avec le côté école primaire. Je dessine mes souvenirs d'enfance avec des outils que j'ai utilisés dans mon enfance. Donc en fait, ça collait parfaitement. Donc voilà, un feutre dans ma limonade, plusieurs couleurs, plusieurs ambiances. J'étais en train là d'y penser, mais effectivement, ton site Glockland, alors qui est vraiment centré sur l'exploration de lieux abandonnés, il y a des liens en fait connexes avec A Cup of Team. Oui. Mais c'est marrant parce qu'on y reviendra plus tard dans l'interview sur la question que effectivement dans les photos d'Urbex, tu ne te mets pas volontairement en avant. Par contre, dans les dessins, on te voit mis en scène. Quelle est la différence entre ta manière de dessiner et ta manière de rendre compte des fois d'un même lieu, d'une même aventure? En fait, ma démarche en photo, c'est de montrer le lieu tel qu'il est. Donc sans très grand angle, vraiment avec un angle, on dirait entre guillemets, normal. C'est vraiment montrer le lieu tel qu'il est. Donc même s'il est moche, je le montre comme ça. J'ai pas cherché à le rendre plus joli en mettant plein d'effets, en esthétisant le lieu. Je montre le lieu tel qu'il est parce que j'estime que je fais quelque chose un travail documentaire en fait. Je prends des photos d'un lieu pour que dans 10 ans, on puisse se dire tiens, il y a 10 ans, ce lieu ressemblait à ça. Et je veux pas qu'on regarde une photo et qu'on se dise tiens, il y a 10 ans, on sait pas trop comment à quoi ressemble le lieu parce que là, la photo, elle est tellement travaillée que on sait pas trop. J'aime bien créer des documents, des archives en fait, qui peuvent servir plus tard peut-être à des gens. Donc ça, c'est pour le côté photo. Par contre, pour le côté dessin, j'aime beaucoup m'approprier le lieu par le biais du dessin pour le transformer et en faire quelque chose que je ne pourrais pas faire en photo. Par exemple, en dessin, je peux faire une vue d'en haut, comme un drone qui survole. Et surtout, je peux m'amuser à me dessiner moi en tant que petit personnage en train d'évoluer dans ce lieu et donner un côté, de montrer par l'image le côté un peu innocent du fait de visiter ces endroits sans mauvaise intention, juste pour s'y promener, s'y sentir bien, avoir une impression de voyage dans le temps, etc. Donc en fait, par le dessin, on peut vraiment montrer ce côté innocent. Bonjour, je ne fais que des photos. Je me promène dans cet endroit et je fais que des photos et je me promène et je rêve un peu. Je regarde un peu le nez en l'air ce qui se passe en faisant un peu attention, mais je me crée une petite histoire, ce genre de choses. C'est un moyen un peu de rendre un peu ces lieux vivants, de me les approprier, mais d'une manière qui ne fait pas dénaturer le lieu, quoi. Ouais. Contrairement à d'autres personnes qui pourraient... Après, c'est pas un jugement, mais par exemple, une personne peut très bien faire un graphe sur un lieu et se l'approprier. C'est une manière aussi de l'approprier. On peut être d'accord ou pas, mais c'est aussi un travail d'appropriation, de dire j'ai laissé ma trace, j'ai fait quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui graffe un poisson ou une grenouille sur un mur dans un manoir abandonné, c'est une manière un peu de se l'approprier. Et en même temps, ça donne une autre image du manoir, ça donne une espèce d'ambiance un peu... ça crée quelque chose en tout cas, c'est une manière de se l'approprier. Alors moi, je fais pas du graphe, moi je fais du dessin. Donc c'est ma manière un peu de me l'approprier, on va dire. Et donc on arrive chronologiquement en mars 2016, donc tu sors aux éditions Artaud du groupe Flammarion, donc Urbex, 50 lieux secrets et abandonnés en France. Et donc en fait c'est un aperçu adapté en livre de ton site Glockland qui est beaucoup plus conséquent et riche dans sa base de données. Alors, on rappelle donc que Urbex, c'est la contraction anglaise entre Urban et Exploration, donc exploration urbaine, bien que finalement les explorations ne se font pas non plus que dans le milieu urbain. Voilà, on dit urbain parce qu'on considère qu'une maison, même à la campagne, c'est de l'urbanisme. Mais c'est vrai que d'autres personnes font la différenciation et disent exploration urbaine et exploration rurale. Il y a Urbex et Rurex. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ça existe. Ça le terme Rurex. Il y a Urbex, Rurex et Nurbex pour les photos de gens nus dans les endroits abandonnés. Une valeur plus esthétique. Donc il y a une façon de catégoriser un peu les choses.
Mais T'es beaucoup, voilà, toi, dans cette catégorisation ou pas tellement? non, moi j'utilise le mot urbex parce que c'est le plus connu et Ouais. c'est le mot qui résume bien ce que ça veut dire, mais parce qu'il y a exploration dedans Mm. et urbaine, on n'est jamais très 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 loin de la société, donc on est toujours dans une forme Mm. d'urbanisme, Mm. qu'on le veuille ou non. Et moi je vois pas trop l'intérêt de dire que j'ai fait une exploration à la campagne par rapport à une exploration en banlieue. Pour moi c'est un Mm. peu la même chose, on est un peu en dehors du temps, donc c'est bien de dire, de laisser les gens imaginer que ce soit à la campagne ou en ville en fait. Mm. Et donc le site, tu l'as ouvert en 2001. Mhm. Tu as une page Facebook associée au site. Euh, on reviendra hein, parce que c'est l'objet c'est le sujet même de l'interview tout à l'heure. Mais juste en septembre 2016, donc tu as sorti Promenade Oui. aux éditions Lapin, le recueil d'une histoire sans parole que tu as dessiné de 2008 à 2016 sur ton blog A Cup of Team. Pareil, tu veux bien nous en parler de Promenade parce que Mhm. on reste aussi un peu dans le. C'est vrai. Alors c'est encore autre chose, Promenade, Ouais. en 2008, donc quand j'ai commencé Cup of Team, j'ai fait des notes de blog sur plein de sujets différents. Et un jour, j'ai dessiné mon petit personnage en fait au milieu d'un village abandonné. Donc c'est juste un dessin A4 avec un petit bonhomme rouge au milieu d'un village abandonné qui est en monochrome de vert. Et je trouvais ça, parce que j'avais envie de le faire comme ça, c'était un dessin pour le plaisir. Et 2 semaines plus tard, je me suis dit, tiens, je m'amusais à faire le même dessin, mais qui raconte la scène d'après. Le bonhomme sort du village, en fait, et emprunte un petit chemin. Et donc le bonhomme est toujours rouge, mais par contre, la couleur du décor a changé. Mhm. Si on n'est plus dans le vert, on est dans le bleu. Et au fur et à mesure, j'ai fait comme ça, j'en ai fait toutes les 2, 3 semaines, je mettais un nouveau dessin. Donc il se promène, il traverse un pont, il croise des gens, il grimpe à une échelle, il rentre dans une maison. Et il explore un espèce d'univers un peu post-apocalyptique, mais en même temps assez mignon parce que les personnages qu'il rencontre, c'est tous des espèces de petits bonhommes qui ressemblent un peu à des bonhommes Lego en fait, comme je dessine souvent mon petit personnage. Donc il y a un côté un peu mignon parce que les personnages sont mignons, les couleurs sont gentillettes, mais en même temps on est dans un univers qui est complètement démoli, qui est en ruine. Il y a pas mal de crânes, on croise des cannibales, on croise des traces de sang par terre, de sang vert, ce genre de choses. Donc c'est un peu un espèce de mélange entre le côté ah c'est mignon, c'est joli, ça a l'air mignon en fait. Ah non pas tant que ça. Si on s'approche et qu'on regarde un petit peu, bah, en fait il y a plein de crânes un peu partout, il y a des couteaux et des haches et puis on voit un pied par terre coupé. Et ça rejoint un peu le côté, donc ça rejoint évidemment l'urbex parce qu'à force de visiter des endroits abandonnés, bah, ça nourrit Promenade. Et Promenade lui-même est nourri aussi par Akira que j'ai lu beaucoup quand j'étais petit. Donc Akira c'est la deuxième moitié d'Akira, c'est 500 pages qui se passe dans Neo Tokyo, qui est complètement dévasté, en ruine. Donc ça m'a beaucoup marqué quand j'étais au collège. Donc forcément, je dessine ça aussi un peu maintenant, c'est resté. Et c'est un peu une manière un peu de rendre hommage, mais à ma façon, à ces univers un peu apocalyptiques qu'on voit souvent dans de nombreux films et dessins animés. Et, surtout depuis que l'urbex c'est un peu plus médiatisé, maintenant on voit beaucoup de photos ou de films qui se passent dans ce genre d'univers. Donc promenade, c'est un peu ça en fait. C'est une promenade, donc c'est sans parole. Et chaque case en fait est une page en fait. Un dessin, c'est voilà, c'est des cases. Et donc j'ai commencé ça en 2008 et au centième dessin, quand j'approchais à 90 dessins, je me disais, je commençais un peu à manquer d'idées en fait parce que je savais pas trop où faire évoluer le bonhomme. Et je me suis dit, bah, on va s'arrêter à 100. Parce que moi, je comptais en faire 100, 200, 300, mais après, je me suis un peu essoufflé. Je me suis dit, il vaut mieux s'arrêter tant que c'est encore pas trop mal, tant que c'est vivable. Et à la page 100, je me suis arrêté. Donc, je dis pas ce qui se passe dans le promenade, il faudra regarder sans l'album, mais j'ai trouvé une espèce de dernière image qui me plaisait bien. Et donc, après, j'ai fait une note de blog sur mon blog et Facebook. J'ai dit, tiens, bon, maintenant, je vais réfléchir à un moyen d'imprimer tout ça et pourquoi pas le vendre sur les festivals, comme j'ai fait pour Quotidien Survival. Mais là, mon éditeur, Lapin, m'a contacté, il m'a dit mais tu veux l'imprimer? On le fait. Donc là, j'ai fait parfait. Donc tout était déjà scanné, il y avait juste à reprendre un peu les couleurs, le niveau, les contrastes, faire une couverture, une quatrième de couverture. Et donc ça s'est fait en fait très rapidement et c'est un peu un objet qui concrétise 8 années à faire des dessins sur mon blog pour une histoire en fait dont je n'avais aucune idée parce qu'en fait le principe de Promenade c'est que je ne savais pas du tout où j'allais. À chaque fois que je faisais une nouvelle page, j'improvisais en fait. Il traverse un pont, ensuite il arrive dans une maison, il ouvre la porte, il grimpe un escalier, il descend une échelle, il passe là, il voit ça. Donc c'était toujours improvisé, plus ou moins. Et c'était très libérateur de dessiner, de faire une bande dessinée sans savoir du tout où on va. Parce que ça peut très bien, si on se lance dans un projet très ambitieux, ça peut se casser la gueule et on peut vraiment déprimer. Mais là, comme c'était juste un petit bonhomme qui se promenait dans des endroits abandonnés, il n'y avait pas trop de danger.
J'avais juste à le faire évoluer dans différents endroits, des maisons, ensuite des falaises, ensuite il monte dans une tour, il va dans une montgolfière. Et je m'amusais à imaginer différents moyens de transport, un peu comme le jeu des échelles et des serpents en fait. Ça m'a un peu rappelé ça quand je le faisais. Je me demandais comment faire avancer, comment promener le personnage là-dedans. Hmm. Et c'était assez marrant de faire ça et de voir que les gens suivaient ça toutes les 2-3 semaines en se demandant qu'est-ce qui va se passer à la prochaine page. Donc il y avait une sorte de suspense qui était sympa et du coup en objet je suis assez je suis assez fier de l'objet final parce que ça résume bien ce que j'ai fait sur mon blog pendant 8 ans avec ce petit bonhomme qui se promène dans les endroits comme je le fais et du coup ça fait écho à ce que je fais dans la réalité. Moi aussi je me promène dans ces endroits et heureusement je rencontre pas des cannibales et il n'y a pas du sang à chaque fois que je vais visiter un endroit mais donc forcément les deux se nourrissent, c'est un peu lié, c'est ce que je disais au début, c'est un peu un dé. Il y a plusieurs phases différentes mais elles sont toutes liées à un endroit ou un autre par des petites arêtes en fait. Et est-ce que on a fait plus ou moins le tour de tes productions ou est-ce qu'il y a des projets que tu as réalisés déjà que tu aimerais éventuellement J'ai un projet de BD que j'écris doucement depuis 2-3 ans, mais j'ai pas trop le temps de m'y mettre parce qu'avec Urbex ça demandait beaucoup de travail. Et là, je travaille actuellement sur le second tome, donc ça repousse encore plus loin les choses. Mais en ce moment, je travaille donc sur le second tome d'Urbex, mais je vais aussi faire des illustrations pour un livre pour enfants qui sortira aux éditions aussi Lapin, mais plus pour les enfants en fait. Ce sera l'édition Petit Lapin. Et c'est des illustrations en couleur au feutre pour une petite histoire qui se passe dans une école. Donc là encore une fois, c'est très adapté avec les feutres. Ma technique des feutres, c'est vachement adapté. C'est vachement adapté. Hein. C'est adapté, on va dire. Et donc je bosse sur ces deux trucs à la fois en mettant de côté et en écrivant de temps en temps des notes pour le scénario de ma prochaine BD que j'espère sortir un jour si Urbex ne bouffe pas trop de temps à côté, quoi.